C'est une fonction qui, comme tous les juristes dans les institutions, est une fonction de conseil, en s'efforçant de garantir, compte tenu du contrôle de la Cour de justice, la légalité des décisions du Conseil et le respect des procédures de décision. Mais là, des implications particulières. Tout d'abord, pour assurer cette fonction, les juristes du Conseil siègent dans toutes les instances du Conseil, du groupe de travail, au Conseil des ministres, au Conseil européen. Donc, j'ai eu l'occasion de participer à un nombre considérable de réunions dans ce domaine. Et deuxièmement, ils ont le droit à tout moment, même au cours du Conseil des ministres, de prendre la parole pour expliquer à l'Assemblée que ce qu'ils imaginent n'est pas possible. Bien entendu, c'est un rôle de conseil, donc il ne s'agit pas de jouer le pompier de service ou le policier et de dire ce que vous faites est illégal, vous ne pouvez pas le faire. Il y a également un rôle d'imagination, il faut trouver des solutions pour rendre légal en respectant la volonté politique des instances. Ça, c'est un aspect de la fonction. Un autre aspect, bien entendu, la défense devant la Cour de justice de l'Union européenne. Et puis, ce qui est peut-être plus excitant, la participation aux révisions des traités et notamment, pour ma part, j'ai appelé à rédiger la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne parce que je dirigeais l'équipe de juristes qui était placée auprès de la Convention. Donc c'est à la fois un travail de contrôle qui exige une connaissance relative du droit de l'Union, c'est aussi un travail d'imagination et de recherche des solutions. Donc la théorie et la pratique se mêlent. Enfin, j'ajouterais, c'est un travail d'équipe. Le service ne fonctionne pas sur un modèle hiérarchique, c'est-à-dire le chef ayant toujours raison. Il fonctionne sur le dialogue. Même le plus jeune des juristes peut, sur un point précis, avoir raison. Donc toutes les positions, ce qu'on appelle la doctrine du service juridique, sont discutées avec tous les membres du service juridique, qui sont de plus en plus nombreux, pour essayer de trouver une solution. Ça implique également des contacts étroits avec les collègues de la Commission, souvent et du Parlement, souvent quand il y a des discussions difficiles entre les instances politiques, on essaye de trouver des solutions, de trouver des rédactions de compromis. C'est le cas dans toutes les procédures législatives où il faut réussir à obtenir un consensus, et ce consensus se trouve aussi à travers des rédactions pour l'invention desquelles on fait appel aux juristes. Oui, j'ai participé à plus d'un millier de corépairs. Oui, c'est vraiment la tour de contrôle du fonctionnement du Conseil. Non pas qu'ils prennent les décisions à la place des ministres, mais les ministres sont là pour donner des orientations politiques et le coreper travaille en fonction des orientations politiques des ministres. Donc quand il y a des difficultés sur un dossier, le coreper s'efforce de régler les problèmes qui sont les plus simples et sur les problèmes politiques les plus difficiles, il s'efforce de formuler des questions auxquelles les ministres répondront au sein du Conseil. Et à la suite des réponses que donnent les ministres, la présidence essaye au coreper de trouver une majorité ou de trouver un compromis. Donc tout passe par le coreper. Aucun point qui est examiné par le Conseil ne peut échapper au contrôle du coreper. Aucun comité, même en matière financière, en matière de politique étrangère, ne peut prendre de décision. Seul le Conseil prend des décisions et toutes ces décisions doivent être examinées par le coreper. C'est vraiment le point central de contrôle du système. Ça correspond à pas grand-chose. Quand j'ai quitté le Conseil, j'étais pendant un certain nombre d'années qu'on appelle conseiller spécial
auprès du Conseil, c'est-à-dire que lorsqu'on avait besoin d'un avis, on m'appelait et j'intervenais. Et puis j'ai abandonné cette fonction qui était trop prenante, donc j'ai conservé ce titre qui me donne toujours la possibilité d'abord d'accéder au sein des institutions et puis, lorsque l'envie me prend ou lorsqu'on a besoin de moi, de travailler avec elles. Par exemple, je travaille actuellement avec le Parlement européen sur les moyens de donner satisfaction à la Cour de justice après l'avis 213. Fonctionne toujours de la même manière quand on est juriste. Les hommes politiques s'expriment, en l'occurrence il y en avait beaucoup puisque c'était une convention avec une assez vaste participation, les hommes politiques s'expriment, on soumet à leur discussion des projets et puis à la fin, en prenant compte de toutes les opinions, on rédige globalement le texte, on le fait adapter. Donc le travail, c'est un travail d'aller-retour entre le politique et le juridique. Avec mon équipe, on a rédigé la première version des articles et puis on l'a amendé 2, 3 ou 4 fois, ce qui était une tâche difficile parce que dans la mesure où il y avait des représentants des parlements nationaux et des gouvernements, ils ne connaissaient souvent pas grand-chose au droit européen. Je me souviens quand on a voulu inscrire le principe d'égalité dans la charte, une des questions qui étaient posées, mais est-ce que le principe d'égalité existe déjà en droit de l'Union? La réponse était bien entendu évidente, mais ça montre l'extrême degré de mauvaise information qui peut arriver. Est-ce qu'on était conscient? C'était votre deuxième question, bien sûr, on était conscient. C'est la raison pour laquelle, dès les débats du début, il y avait le choix entre deux manières de rédiger la charte, la rédiger comme un texte discursif décrivant des droits, ou la rédiger comme un texte pouvant être directement appliqué sous une forme juridique, alors qu'on savait très bien à l'époque qu'elle ne serait pas intégrée dans les traités de sitôt. Mais on a décidé de choisir l'impératif kantien, on a fait comme si elle devait être obligatoire, et on a eu raison puisqu'elle était quasiment intégralement intégrée dans les traités avec simplement quelques modifications dues au changement dans les traités eux-mêmes. Donc oui, on était conscient de l'impact que pourrait avoir la charte. Dans le cadre de cette pratique, j'étais amené à me pencher sur tous les domaines du droit, que ça qui allait de la propriété intellectuelle au droit de l'environnement, au droit agricole. Et la conséquence que j'en ai tirée pour la formation, c'est que l'essentiel, et je crois que Denis Simon le disait dans un blog précédent, l'essentiel c'est d'avoir une formation de base, un tronc commun excellent, pas seulement en droit public, mais en droit public et en droit privé. Et lorsque l'on maîtrise les concepts et les données de base de l'ensemble des matières, en travaillant, on arrive à comprendre toute problématique juridique. Donc, ça sert à rien de se spécialiser tôt, on se spécialisera plus tard dans la vie. Mais ce qui est essentiel, c'est de connaître aussi bien le droit des obligations que le droit commercial, que le droit administratif. Si vous avez ces clés, vous pouvez maîtriser n'importe quelle difficulté juridique par la suite parce que vous comprenez les données de base et après, la recherche vous permettra de trouver des solutions à votre problème.